Bonjour et bienvenue au 55e épisode du balado cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam. Salut Catherine. Donc aujourd'hui, on fait un petit tour de l'actualité rapide parce qu'il se passe plein de choses. Commençons déjà par un peu un suivi là, de ce qu'on avait discuté la dernière fois avec un peu là, des nouvelles par rapport à la surveillance à la frontière. Ben, c'est ça, on en a quand même parlé pas mal au dernier épisode, mais depuis le dernier épisode, il y a un article qui est sorti dans Wired qui parlait d'un appel d'offres. C'est un système un peu différent. Les autres, ils appellent ça, c'est un appel à information que le gouvernement avait lancé. Donc, c'est fait par le CBP. C'est le service qui s'occupe de la Custom and sécurité à la Border frontière. Protection. Custom and Border Protection, c'est ça. Donc, eux ont fait un appel pour avoir un outil de reconnaissance faciale qui permettrait là, de faire le lien entre tout le monde qui est dans un char, parce que là, ils disaient qu'avec les outils actuels, ils ont de la difficulté si t'es pas assis en avant. Fait qu'ils veulent un outil qui est capable de prendre des photos des visages de tout le monde dans un véhicule, puis ensuite de faire le lien entre ces visages-là et les documents qui sont présentés aux gardiens de la frontière. Il paraît qu'il y a déjà des services de reconnaissance faciale là, qui sont là quand tu traverses à pied. Il y en a, par exemple, si tu prends l'avion puis tu traverses une frontière là, par avion, etc. Ça existe déjà. Mais en voiture, là, ils veulent l'installer puis le généraliser. The Intercept en 2024, là, l'été 2024, avait déjà rapporté qu'à ce moment-là, c'était DHS, avec le Department of Homeland Security, qui avait fait à ce moment-là un appel d'offres pour avoir des technologies qui permettraient d'identifier les personnes dans une voiture pendant qu'elles roulent, avant qu'elles arrivent au poste frontalier, comme pour genre lever un drapeau, là, si genre c'était des méchants qui sont dans cette voiture-là. Okay. Fait qu'en gros, ce qu'on voit, c'est qu'à la frontière, il y a vraiment un désir là, de généraliser la reconnaissance faciale. Dans l'article de Wired, il parlait aussi que éventuellement, il voulait peut-être voir les gens qui sortaient parce que comme il y a beaucoup de gens en ce moment qui s'auto-déportent, donc qui disent moi je quitte les États-Unis parce que c'est risqué pour moi, je veux pas me faire arrêter. Mais ça leur permettrait, par exemple, de faire un suivi sur les gens qui partent, parce que là, ils ont un peu plus de difficulté à le faire. Donc, définitivement, une augmentation, une croissance là, à ce niveau-là de la surveillance, etc. Fait que ça regarde toujours pas bien. Et j'imagine qu'on ne recommande toujours pas d'aller voyager aux États-Unis dans le contexte actuel des choses. Pas plus qu'il y a 2 semaines dans notre épisode, où je pense hier, dans notre Substack, je pense que ça n'a pas changé depuis hier. La ligne directrice est claire. Si vous pouvez l'éviter, peut-être que c'est pas la meilleure des idées. Surtout là, au niveau des enjeux qu'on sait avec la reconnaissance faciale. Puis on sait aussi que la reconnaissance faciale, c'est pas exact comme science, puis qu'il y a des enjeux. Là. Tu sais, quand on regarde l'efficacité, souvent quand une compagnie va se dire « Ah non, on est 99% efficace dans la reconnaissance faciale », c'est basé sur des visages masculins blancs, caucasiens. Et on se rend compte, c'est que quand c'est des visages féminins, déjà le taux de fiabilité est beaucoup plus bas. Et ensuite, plus le teint de peau est foncé, moins la fiabilité, elle est là. Ce qui est définitivement un enjeu, sachant peut-être qu'il y a potentiellement des biais là-dessus, puis qu'il y a déjà eu des cas de gens qui ont été reconnus, qui ont été arrêtés par des policiers, etc., qui se servaient des technologies de reconnaissance faciale, alors que dans le fond, le visage qui avait été reconnu, identifié par l'outil, était pas du tout le bon. Ouais. Fait que dans ma tête, là, définitivement, c'est les gens qui vont être flagués par ce genre de choses, d'outils-là. C'est des gens qui sont déjà vulnérables, puis ça va créer plus de problèmes qu'autre chose, selon moi. Oui, tout à fait. Oh là là. Bref, la technologie, pas toujours notre allié. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène à vous parler de mon prochain article que j'avais ciblé. Honnêtement, quand j'ai lu l'article, j'ai été un peu choquée. Puis en même temps, c'est drôle de dire je suis choquée par une action prise par Facebook. Mais celle-là me semblait particulièrement horrible, en fait. Semblerait que, puis là, c'est allegedly, là, c'est selon un lanceur d'alerte, que Facebook était capable de détecter quand les jeunes filles adolescentes supprimaient des selfies qu'elles avaient pris. Puis ça crée une alerte de les cibler plus avec des produits de beauté. Ouais, OK. Pour ceux qui l'écoutent par vidéo, la réaction, c'est vraiment « What? » OK. C'est quand même un next-level surveillance qui c'est quand même dystopique, en fait, quand on y pense, justement, cette idée-là de, tu sais, qu'on donne accès à nos photos, dans le fond. Fait que l'idée qu'ils sont capables d'identifier qu'on supprime des selfies
pour moi, c'était un truc que je savais pas, mettons, qu'il y avait accès à ce genre d'informations-là. Dans un balado précédent, je vous avais parlé là, de publicité comportementale, puis à quel point c'était justement des points de données qui sont hyper intrusifs, qui sont capturés. Je pense que c'est un exemple extrêmement concret de la chose. Puis le fait que ça soit utilisé pour se dire « Ah, cette jeune fille-là, elle est vulnérable à des produits de beauté en ce moment », c'est dégoûtant. Tout simplement. Je trouve que c'est particulièrement horrifiant comme procédé, là, de se servir de cette vulnérabilité-là, de ce manque de confiance-là peut-être en soi, pour se dire « Ah, ça, c'est un bon moment pour vendre de la crème, du fond de teint, etc. » OK. Ben moi non plus, je pensais pas pouvoir être choqué par ce que Facebook fait, puis on dirait que t'as réussi quand même. Ah ouais, c'est quoi. Félicitations, Mark Zuckerberg. C'est un nouveau niveau de choc unlocked par rapport à la publicité behaviorale et ce que Facebook fait dans son quotidien. Prochain point, grosse nouvelle qui implique un Canadien et un réseau de deepfakes pornographiques qui a été démantelé par Bellingcat. On va parler d'un site web qui est encore pire que Facebook, croyez-le ou non. Donc, c'est ça, Bellingcat a publié un article hier ou avant-hier, là, où il dévoile l'identité d'un monsieur qui habite dans la région de Toronto, un jeune pharmacien là, qui travaille dans un hôpital, qui était l'administrateur principal d'un site qui s'appelait Mr. Deepfakes. Donc, c'était un site où les gens soit partageaient ou commandaient des vidéos pornographiques où on allait insérer des personnes, des femmes, à leur insu puis contre leur gré, là, sans leur consentement. C'était un site qui avait été créé après la fermeture du forum Reddit. Il y a eu un forum Reddit pendant un bout là, qui partageait ce genre de matériel-là, qui a été fermé. Puis, je pense que c'est 3 jours plus tard, là, Mr. Deepfakes a vu le jour. Puis, ça faisait quand même quelques années que les gens essayaient de découvrir c'était qui. Petite parenthèse, des journalistes de Der Spiegel, qui est un journal allemand, eux l'avaient dévoilé son identité il y a quelques mois. D'ailleurs, ils étaient un petit peu fâchés que Bellingcat n'ait pas crédité leur travail. Okay. Puis j'ai compris, en tant que journaliste, tout le temps un peu plate quand quelqu'un d'autre dit qu'il a découvert quelque chose que quelqu'un d'autre a découvert avant toi. À la défense de Bellingcat, il n'avait pas nommé le nom complet. Il l'appelait Daniel D, mais clairement, il y avait la même information. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est ça. La façon qu'ils ont réussi à le trouver, c'est que il y a, à une période, sur le site web, il y avait une adresse courriel Gmail. Et cette adresse courriel Gmail, en fouillant dans des bases de données de matériel fuité, là, dans différentes brèches de données, ils ont réussi à trouver plusieurs autres comptes associés. Le monsieur avait utilisé le même username, le même nom d'utilisateur sur plusieurs services, certains avec son vrai nom. Puis l'autre chose, chers auditeurs et auditrices, quand on vous dit de ne pas réutiliser vos mots de passe, c'est pas juste pour ne pas se faire hacker, c'est pour pas que votre nom se retrouve à la première page du site web de Bellingcat, parce que M. Do avait un mot de passe bien unique qu'il devait trouver bien brillant. Et il l'avait utilisé, je pense, pour 17 ou 18 comptes, dont l'adresse courriel associée à son compte d'administrateur de Mr. Deepfakes. Fait que c'est tout le temps le fun quand des mauvaises choses arrivent à des mauvaises personnes. Donc, on est quand même très content que monsieur ait utilisé ses mots de passe. Mais pour des raisons de sécurité, c'est une bonne idée de ne pas faire ça. Fait que c'est ça. Fait que ça vient de sortir. Le site web a été retiré. Fait que ça aussi, c'était comme une bonne nouvelle, là, en l'occurrence, là. Définitivement. D'ailleurs, l'article de Bellingcat était super intéressant. J'aime énormément comment ils ont démontré un peu là, le point de pivot, justement, comment ils ont réussi à partir d'un truc, puis le petit graphique qui mène jusqu'à l'identité de Monsieur Do. Définitivement, je pense qu'on en a déjà parlé quand tu avais fait une méga enquête là, sur le vilain qui vendait des pilules un peu douteuses, de réutiliser son adresse courriel personnelle quand tu veux faire tes activités criminelles, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et encore une fois, on a un autre vilain qui se fait pincer un peu sur le même principe, donc tant pis pour les vilains qui ne respectent pas les principes de cybersécurité de base. On n'aura pas de peine pour eux. Mais tu as raison, visuellement, l'article est hallucinant parce que justement, c'est ça. Au fur et à mesure que tu défiles, leur graphique, ils rajoutent les points de pivot. Donc, les points de pivot, c'est les points qu'ils utilisent pour passer comme d'une information à l'autre. Oui. Fait que là, tu sais, comme, c'est ce site web-là entre ce courriel-là. Ce courriel-là nous a donné ce username-là. Ce username-là nous a donné tel autre courriel. En tout cas,
Fait que c'est vraiment, vraiment très bien fait là, comme illustration là, de leur recherche. Là. Définitivement. Très. On est très déçus de ce pharmacien canadien. Voilà. Et avant-dernier sujet, celui-là, j'étais quand même très curieuse parce que, en fait, Sam a refusé de m'en parler au pré-show. Il a dit qu'il voulait avoir ma réaction live. Faut savoir, je vivais un peu sous une roche dans les dernières semaines, donc j'ai un peu manqué toute cette deuxième partie au Signal Gate du gouvernement américain. Et donc, vas-y Sam, je te passe la parole, éblouis-moi avec cette situation-là. Ben, moi, je voulais te faire une proposition. Là. Moi, je pense qu'on devrait être un podcast qui parle juste du Signal Gate. Je veux dire, il y a assez de stock là, pour que ce soit comme notre seul sujet. Puis, tu sais, on pourrait même avoir des épisodes d'urgence quotidiens, puis tout. Là, je veux dire, ce serait malade. Je veux dire, il y a tellement de choses qui arrivent. Mais là, écoute, c'est comme le cadeau qui continue à donner, comme ils disent en anglais, là, the gift that keeps on giving. Donc, petit, rapide résumé, on en a parlé là, dans un épisode il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est celui L'erreur est humaine, ça se peut-tu? Oui. Donc, en gros, Mike Waltz, qui était le conseiller à la Sécurité nationale, avait ajouté un journaliste dans un groupe chat sur Signal où s'étaient partagées des informations top secret sur une attaque militaire contre le Yémen. Donc, ça avait fait quand même scandale parce que c'est pas idéal d'inclure un journaliste quand tu discutes de secrets qui peuvent avoir une instance sur la sécurité nationale. Ensuite, il y a eu plusieurs autres histoires, là, puis on n'y rentre pas dans toutes. Pete Hegseth avait lui aussi, lui c'est le secrétaire à la Défense, avait aussi installé Signal sur un ordinateur au Pentagone pour pouvoir comme partager des messages. Puis lui, il les a partagés comme avec un de ses amis, puis avec sa femme. Fait qu'avec des gens qui devraient normalement pas partager de l'information top secret, mais en tout cas, ça fait scandale aussi. Mais le plus récemment, il y avait une réunion du cabinet, là, fait que là, tout le monde est assis autour de la table, puis Mike Waltz sort son téléphone, puis le photojournaliste de Reuters prend une photo, puis on voit l'écran ouvert de son téléphone. Puis on voit que Mike Waltz est sur Signal. Il y a plusieurs noms là-dessus. On voit qu'il parle qu'il y a une conversation avec J.D. Vance. On voit qu'il y a une conversation avec... Ah là, j'ai un blanc. C'est la sécurité... conseillère en sécurité nationale. Full conspi. De Hawaï. En tout cas, c'est pas grave. Ça va me revenir après l'épisode. Là, mais en tout cas, fait qu'il y a plusieurs noms là, sur la Signal. Mais là, des gens observateurs réalisent que, je sais pas si tu te rappelles, quand on utilise Signal, régulièrement, tu as un genre de petit pop-up qui apparaît en bas qui dit « rentre ton PIN », oui. « rentre ton NIP », oui. Pour juste que tu t'en rappelles régulièrement. Là, fait que toutes les, je sais pas, peut-être tant de jours. Là. Mais là, c'était pas le message habituel. Ça disait TMP SGNL. Fait que là, les gens se disaient « c'est quoi cette affaire-là » Ben, en gros, c'est comme un clone de l'application Signal. Ça veut dire que Mike Waltz n'utilisait pas la version officielle de Signal, mais utilisait une autre version qui est développée par une entreprise qui s'appelle Télémessage. Puis, Télémessage, c'est une entreprise dont l'objectif principal, là, ce qu'elle vend, c'est l'archivage des messages. Fait qu'en gros, tu prends leur application, puis ça va garder en mémoire tous les messages qui passent par ton application. Fait que là, tu peux le faire pour Signal. Ils ont comme une solution pour WhatsApp puis pour tes textos, etc. On pourrait croire que c'est pour se conformer aux règles de l'État qui dit que tu dois... Il y a des règles sur la conservation là, des communications gouvernementales, etc. Fait que c'est peut-être pour ça. Mais de ce que j'ai compris, ils n'ont comme pas vraiment trouvé Télémessage dans les fournisseurs du gouvernement. Fait que c'est comme pas très clair pourquoi c'était cette application-là. Mais c'est pas là que l'histoire se termine. C'est que premièrement, les gens commencent à poser des questions parce que Télémessage, c'est une entreprise qui a été fondée en Israël. Elle a été achetée par une firme américaine l'an dernier, mais leurs quartiers généraux sont encore en Israël. Et l'Israël a déjà été reconnu, trouvé, prouvé d'avoir espionné sur le gouvernement américain. Donc, archiver tes messages par une compagnie israélienne, ça peut soulever des questions. Mais bon. Tu sais, genre, une des compagnies bien connues, là, qui ressort étant
de l'Israël, c'est Pegasus, Oui. entre autres, qui est quand même Ben, un ils ont quand logiciel même, d'espionnage étatique. ben, ils ont quand même un écosystème, Oui, puis il y a une une industrie de la industrie. surveillance, cyber-arme. Ouais, C'est c'est connu. cool. Fait que ça arrive. L'histoire de la photo, c'est le jeudi. OK. Fait que les gens commencent à écrire des articles sur c'est quoi cette application-là, puis à poser des questions. Samedi, un hacker contacte Michael Lee, un ancien du IFF, et le journal 404 Media, pour leur dire « J'ai hacké Télémessage ». Fait que là, le hacker a exploité une vulnérabilité dans le serveur d'archives, puis il dit que ça lui a pris 15-20 minutes. Fait qu'il dit que c'était relativement facile à faire. Puis il a réussi à obtenir des copies de messages, mais pas ceux de l'administration Trump, mais plusieurs autres messages. Puis des trucs, par exemple, de compagnies comme Coinbase est mentionné. Il y a d'autres trucs. Puis c'est des messages qui sont en clair. Fait qu'il a capté des messages, certains venant de WhatsApp, certains venant de Signal, puis même ceux venant de Signal étaient en clair. Fait que en clair, ça veut dire qu'on était capable de lire le message. C'était pas chiffré, là. C'est ça. Parce que, tu sais, l'avantage d'utiliser Signal, c'est que c'est une application qui est chiffrée de bout en bout. Donc, ça se chiffre, genre, j'écris mon message, ça va être chiffré, c'est envoyé dans un format que personne ne peut lire jusqu'à la personne avec qui je parle. Donc, je t'envoie un message, Catherine, c'est chiffré jusqu'à ton téléphone. Puis là, toi, quand tu ouvres ton application, c'est déchiffré, puis toi, tu peux le lire. Fait que là, on voit que c'est pas chiffré. En plus, dans ce hack-là, la personne a réussi à montrer qu'il y avait aussi des courriels, des numéros de téléphone de gens du gouvernement. Puis il y avait aussi, puis ça c'est vraiment pas idéal, des noms d'utilisateurs puis des mots de passe en clair pour s'authentifier dans le back-end de Télémessage, donc dans le panneau d'administration de Télémessage. Fait que c'est des trucs des employés probablement de la compagnie. Le gars les a essayés, ça fonctionnait. Fait que là, il a arrêté parce qu'il dit, ben là, j'ai prouvé que c'était pas bien sécuritaire. Supposément, il y a un deuxième hacker qui a fait la même affaire, puis lui a contacté NBC le lendemain. Fait qu'il y a au moins 2 personnes pendant la fin de semaine qui ont réussi là, à pirater la compagnie Télémessage qui a suspendu son service. Leur site web est comme plus là. Ben, il est là, mais aucun des liens fonctionne. Il y a juste une genre de page d'accueil un peu bidon. Michael Lee a publié une genre d'analyse technique là, de l'application. Puis en gros, ce qui semble être le cas, c'est que par exemple, je t'envoie un message chiffré, ton téléphone le déchiffre, puis à ce moment-là, l'application a fait « Ah, le message est chiffré, je vais le mettre dans ma petite base de données, puis je vais l'envoyer au serveur de Télémessage pour archivage, pas chiffré. » Donc, c'est un peu comme si, tu sais, je t'envoie un message secret, puis après ça, tu as Bob qui le crie dans la rue. C'est un peu ça, le principe de Télémessage. Fait que c'est comme un peu une catastrophe. On ne sait pas quand est-ce que Mike Waltz a commencé à utiliser cette application-là. On ne sait pas si c'est généralisé dans l'administration. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas idéal parce que l'application de base, elle est sécuritaire. Je pense que c'est l'article de 404 expliquait qu'il y a déjà eu un département américain qui avait, par exemple, signé un contrat avec Wickr, W-I-C-K-R, qui est une autre application là, chiffrée bout en bout, pour justement créer une forme de sauvegarde des messages. Mais là, c'était dans l'application. Puis, tu sais, oui, il faut le faire, on peut le faire, mais il faut comme réfléchir à comment tu implémentes ça pour que ça reste sécuritaire. Tu sais, tu peux pas décider, parce que je veux archiver, je vais faire ça n'importe comment. Donc, c'est quand même assez fascinant comme histoire. OK. Puis, OK. Mon Dieu, c'est l'épisode où est-ce qu'on se choque mutuellement puis qu'on est sans mots. Mais, fait que là, dans les messages, est-ce qu'il y a eu un peu plus une analyse de... Parce que là, je regardais tes notes, tu dis il a exfiltré les données. Fait que est-ce qu'on sait ces messages-là? Qu'est-ce que ça contient? Quel genre d'informations? À quel point c'est grave? C'était les messages eux-mêmes. Fait que c'est par exemple ce que Joe Blow A envoyé à Joe Blow B, c'était le message. Fait que de secret d'attaque à qu'est-ce qu'on mange pour dîner, là. Oui, mais tu sais, dedans, il y avait, par exemple, dans les messages qu'il dit, il y en avait un, c'était comme « Il nous manque 7 démocrates pour réussir à passer tel projet de loi. » Fait que tu sais, il y avait des choses quand même que les gens qui utilisent Signal, en général, le font parce qu'ils veulent préserver leur vie privée. Là. Fait que
sais, peu importe c'est quoi le message qui est transmis, ça defeats the purpose. Ça défait le but si après ça, il n'est plus chiffré de bout en bout. Là, OK. Ah, mais ça, ouais, c'est effectivement, c'est un peu le point d'utiliser Signal, c'est ça. Oh my God, OK. Puis c'est ça. Puis comme ça utilise la même infrastructure que Signal, si par exemple, toi, tu utilises la vraie application qui est sécuritaire, mais que la personne à qui tu parles ne l'utilise pas, tu le sais pas là, que de l'autre côté, c'est en train d'archiver les messages. Là. Tu peux pas le savoir. C'est quand même une grosse faille, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a façon de peut-être valider qu'il n'y a pas ce genre d'application-là sur le téléphone de la personne, ou c'est modèle de confiance, puis il faut comme faire confiance à la personne à qui on écrit? Ben, je pense que c'est un modèle de confiance. Comme même, si tu mets des messages qui disparaissent, puis la personne prend des screenshots de ton message, ça fait qu'il y a une partie que, tu sais, ça, je pense pas qu'il y ait de solution technologique à ça, là. Intéressant. OK. À suivre, donc j'assume parce que j'ai l'impression que ça sera pas la dernière fois qu'on va parler de cette situation-là. Il va sûrement y avoir d'autres choses qui vont découler là, de tout ce qui a été exfiltré éventuellement. Ben, ce qui a été exfiltré, c'est vraiment comme comme il dit, c'était un snapshot. Parce qu'on dirait que c'était comme si tu étais capable d'intercepter les données pendant qu'elles passaient dans le serveur. OK. Le serveur en allant vers les archives. Excuse-moi. Puis, donc, il était capable d'intercepter. Fait que c'est vraiment comme les données qu'il y avait, c'était un portrait, là, une image de ce qui est passé pendant genre les 15 minutes qu'il regardait. OK. Ou les 20 minutes qu'il regardait. C'est pas genre j'avais accès à plein de choses puis j'ai pu télécharger. C'est pas comme l'historique, l'archive au complet qu'il y a plus. OK. Non. Au moins. Puis la personne voulait juste démontrer est-ce que c'est sécuritaire ou pas. Puis si ça l'est pas, ben prouver que ça l'est pas. Puis donc, elle avait atteint son objectif, puis elle a arrêté, puis elle a contacté les médias tout de suite pour justement divulguer la nouvelle. Là. En même temps, sachant que c'était aussi simple et rapide, on peut se douter que les chances sont que comme quelqu'un d'autre quelque part dans le monde ait réussi à accéder à ces choses-là. Ça fait combien de temps que c'est compromis puis qu'on ne sait pas, que chacun des messages sont interceptés. Il y a comme tous ces enjeux-là à considérer. Puis le fait qu'on le sache à cause d'une photo puis que les gens observent un peu ce genre de micro-détails-là, c'est quand même fou en passant. Ouais. Mais oui. Puis comme c'est transféré et stocké en clair, donc non chiffré, ben c'est que ces messages-là pouvaient aussi être transférés vers les services secrets israéliens. Je veux dire, si les espions israéliens disent, écoute, nous, on veut avoir accès à ces messages-là, il n'y a rien qui les en empêche. Alors que quand tu utilises l'application Signal, ben, Signal qui reçoit ton message puis qui le transfère, même si quelqu'un lui dit, donne-moi les messages, ben, il va leur envoyer du charabia. Là. On n'est pas capable de le déchiffrer puis de le lire. Là. Okay. Dans ces cas-ci, je suis un peu surprise du... Tu sais, je me rappelle une situation, encore une fois, avec certains courriels, que ça avait créé un genre de scandale incroyable. Puis le fait que quelqu'un mette à risque, en fait, la sécurité de tous les gens avec qui, essentiellement, il communique, que ça soit avec une application qui n'est pas approuvée nécessairement par le gouvernement de ce qu'on sait, c'est quand même complètement fou que ça n'ait pas fait plus de bruit. Ben, ça fait... Ben, ça. Ils en ont parlé quand même pas mal, mais Mike Waltz a perdu sa job. Oh. Il est devenu ambassadeur à l'ONU. Je pense que ça, c'est comme la job que tu reçois quand... Tu sais, au lieu de... C'est comme être envoyé, ça, être ambassadeur à l'ONU. C'est comme être envoyé aux pâtures, là. Faut porter du gazon loin de toute chose importante. C'est comme quand Fiston était jeune pour l'assoyer sur une chaise 2 minutes, là, en punition. Là. Ça, c'est envoyé à l'ONU comme ambassadeur. Ça nous amène à discuter du dernier sujet de la journée, qui est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle en même temps, et qui implique Gmail. Ben c'est ça, on reste quand même dans le sujet du chiffrement de bout en bout. Donc, j'écris quelque chose, je le chiffre, je l'envoie chiffré vers mon destinataire, puis là, cette personne-là peut le déchiffrer. Puis, Gmail a récemment annoncé qu'il allait implémenter, qu'il allait proposer ça. Ça va être principalement, pour commencer en tout cas, avec leurs clients d'entreprise, les G Suite, etc. Quand c'est entre deux personnes qui utilisent Gmail, c'est un peu plus simple à utiliser. Là où il y a peut-être deux problèmes là, que les gens ont soulevés. La première, c'est que pour les puristes, c'est pas du vrai chiffrement de bout en bout parce que c'est pas l'individu lui-même qui gère les clés, donc le code secret là, pour chiffrer puis déchiffrer. C'est les administrateurs de l'entreprise qui gèrent les clés. Donc, il y a une façon pour ces administrateurs-là de déchiffrer, donc de lire les courriels qui passent. Fait que ce détail-là.
Là où c'est peut-être un peu problématique, c'est que, par exemple, si moi j'utilise Gmail, toi tu utilises Hotmail, puis que je veux t'envoyer un message chiffré de bout en bout avec ça, Gmail va t'envoyer un lien à cliquer. Puis là, tu vas créer un genre de compte temporaire où tu vas devoir rentrer quelque chose quelque part pour ensuite lire le message. Fait qu'en gros, c'est que je t'envoie pas directement le courriel, je t'envoie un lien pour aller lire mon message. Ouf, attends, Puis, ça sort pas où, ça? Ben, ce qui est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas horrible et 100% mauvais, tu sais, je pense que tout est une question de gris, mais ça ouvre, tu sais, il y a quand même des spécialistes en sécurité qui ont un peu levé le drapeau en disant, oh, mais là, rajouter des liens ou dire aux gens, ben, pour lire le message, il faut que tu cliques sur un lien, vous êtes en train d'ouvrir la porte à du phishing, là, parce que là, ça va devenir normal de recevoir un courriel Gmail qui te dit clique là-dessus pour lire le message, puis là, quand tu cliques là-dessus, ben, rentre ton mot de passe, rentre ci, rentre ça, identifie-toi. Fait que c'est sûr que je pense que derrière ça, ben, comme dans tout, là, il y a des bonnes intentions derrière ça. L'affaire en est pavé. Fait que ça va être, en tout cas, ça va être à faire attention, puis probablement quelque chose aussi à, tu sais, comme quand on va faire de la sensibilisation, ben, ça va être juste un truc de plus à parler, de dire, oui, quand tu reçois un courriel Gmail, juste t'assurer que c'est, peut-être que faut quasiment envoyer un courriel normal pour dire, hey, tantôt, je vais t'en envoyer un pour avertir que c'est ça que je sais pas, mais ça complique un peu les choses. Fait que c'est peut-être mieux d'utiliser des choses comme Proton qui sont bout en bout par défaut. Oui, parce que là, je suis déjà en train d'imaginer mes futurs templates de simulation de phishing à envoyer. Oui, tout à fait. Je suis parfait. C'est un nouveau scénario. J'ai même pas besoin de me forcer créativement. C'est direct là, disponible. Wow. Ouais. Ouf. À suivre donc sur cette situation-là. Probablement qu'ils vont réfléchir à une autre façon le plus efficace de... Parce que effectivement, ça me semble vraiment pas idéal là, de faire cliquer sur un lien quelqu'un. Donc, encore une fois, un autre balado, tout plein de bonnes nouvelles et de positivisme et de joie, d'espoir. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous écouter radoter sur l'actualité en cyber et vie privée. Si vous avez aimé le balado, on vous invite à nous aider à le faire connaître en parlant autour de vous, en le partageant, en mettant des 5 étoiles, puis des petits plus, puis des petits thumbs up sur peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. Surtout, abonnez-vous, ne manquez aucun épisode et on dit un grand merci à DJ Mutante pour l'indicatif sonore. À la prochaine. À la prochaine.